Bonsoir à tous, bonsoir également à ceux qui suivent cette conférence en visio. J'ai le grand plaisir de recevoir Jean-Pierre Raffarin, qui est à la fois président de la Fondation Prospective et Innovation, qui fait de nombreux travaux, de nombreux colloques, mais aussi président de l'ONG Leader pour la paix. Et il y a du pain sur la planche. Et puis, Jean-Pierre Raffarin a écrit l'an dernier, a publié l'an dernier un livre sur le leadership. Leadership qui effectivement est une réflexion sur à la fois le leadership au sein de l'entreprise, au sein de la vie politique, mais également leadership stratégique. Et comme cette conférence s'inscrit dans le cadre d'un certificat commun que nous faisons avec Neoma sur le leadership, on va un peu le centrer sur la géopolitique et sur le fait d'être leader en géopolitique. Donc merci Jean-Pierre d'avoir pris sur ton temps pour venir. Bonsoir à tous. Et donc première question, est-ce que nous assistons au niveau géopolitique aujourd'hui à une crise du leadership? Parce qu'un bon leader, c'est d'abord quelqu'un qui sait faire marcher un micro. Et donc, je suis heureux d'avoir avec vous cet échange. Je pense que c'est un sujet qui est passionnant. D'abord, c'est un sujet géostratégique. Leadership de Xi Jinping, de Trump, de Netanyahou, de déficit de leadership de l'Europe. On va parler de tout ça. Mais aussi, c'est quelque chose qui vous concerne pour être vous-même le leader de vous-même. Savoir donner votre qualité oratoire à vos idées, savoir donner votre capacité à convaincre, savoir écouter les autres et être crédible, être accessible aux autres. Tout ceci, c'est votre propre leadership. Alors, vous devez réfléchir à votre propre leadership. Donc, tout le sujet que l'on va traiter, jardiner un petit peu aujourd'hui, c'est un sujet qui nous concerne tous, qui concerne le paysage mondial. Je trouve très bien, Néoma, que vous ayez, avec Iris, ces deux compétences ensemble sur ce sujet, parce que depuis que j'enseigne les questions de leadership, c'est sur la géopolitique que c'est le plus visible. Parce que forcément, quand on parle du leadership personnel, on touche des choses qui ne sont pas forcément visibles par les autres. Tandis que quand on parle politique, on voit clairement, et géopolitique, on voit vraiment dans l'histoire les capacités des uns et des autres, les stratégies, et donc on comprend mieux ce qui se passe. Donc la géopolitique, c'est vraiment l'espace de lecture du leadership. Mais naturellement, il ne faut pas s'y arrêter là, parce qu'il faut aller du plus large au plus profond, c'est-à-dire vous-même. Qu'est-ce qu'un leader? De quelle définition? Parce que j'ai élaboré cette affaire, mais avec quelle idée? Pour moi, le leader, c'est quelqu'un qui incarne. Il n'y a pas de leadership s'il n'y a pas une incarnation. Si vous ne croyez pas à ce que vous dites et si les gens n'ont pas ce sentiment que ce que vous dites, vous le pensez, en tout cas, vous vous engagez. C'est une force motrice parce qu'elle doit entraîner les autres. Cette force motrice qui va conduire votre groupe vers une destination et en prenant un chemin. Mais la force du leader, c'est de rendre compatible la destination et le chemin. De proposer aux gens le rêve sans être capable d'atteindre ce rêve par le chemin, ce n'est pas un leader. Le leader, c'est celui qui va promettre la vérité, mais qui ne va pas tracer un chemin de mensonge. C'est celui qui va conduire avec crédibilité, avec fiabilité, avec expérience, avec savoir, qui va conduire le groupe jusqu'à sa destination telle qu'il a définie, mais en faisant en sorte il crée une sorte de garantie entre son chemin et sa destination. Alors, pour répondre à la question de Pascal, parce qu'un homme politique, ça ne répond jamais spontanément à une question, mais je vais quand même montrer que j'ai beaucoup de respect pour Pascal Boniface. Est-ce qu'il y a une crise de leadership? Oui, il y a une crise des leaderships. Il y a d'abord une crise d'un certain déficit de leadership quand on parle de l'Union européenne. Vraiment, là, nous sommes dans une situation où on voit bien que l'Europe, qui a été cette force construite autour de cette ambition de paix, qui a été une force qui, à un moment donné, a su donner une destination, la paix, et construire un chemin avec des institutions d'un pays qui étaient conformes à son chemin,
Aujourd'hui, la destination de l'Europe n'est pas très claire. Demandez à un jeune Singapourien de 18 ans à quoi sert l'Europe. Pourquoi défendre l'Europe? Pourquoi s'intéresser à l'Europe? Qu'est-ce qu'on pense de l'Europe à Singapour? Qu'est-ce qu'on pense de l'Europe, naturellement, à San Francisco, à Bangalore? Donc, quelle est la destination alors et quelle est l'incarnation de ça? Madame von der Leyen, c'est pas mal, mais ça peut être mieux. On est quand même dans une situation où ça manque un peu d'incarnation et on voit qu'il y a des chefs d'État qui incarnent mieux leur propre pays que la direction de l'Europe n'incarne elle-même la propre Europe. Donc là, nous sommes dans une situation de non-existence de leadership. Vous avez des situations de déficit de leadership, mais par destruction du leadership. Tout ce qui se passe sur le terrorisme aujourd'hui en Afrique. En Afrique, vous avez aujourd'hui un terrorisme qui se développe sous différentes forces, que ce soit des forces extérieures à l'Afrique ou des forces intérieures, simplement des forces qui peuvent être très claniques pour prendre le pouvoir à tel endroit, qui peuvent être des mafias qui veulent gagner de l'argent en vendant des armes, en vendant de la drogue, etc., et qui construisent des pouvoirs à des fins délinquantes. Il y a toute une série de forces qui s'installent et qui détruisent toute capacité d'émergence d'un leadership. Et que le leadership est en crise dans un grand nombre de pays. Il est aussi quelquefois en crise quand il est euh, engagé dans ce qu'on peut appeler les dérives du leadership. Car le leadership n'est pas une valeur en soi. Le leadership, c'est comme le revolver. C'est le revolver du gendarme qui est une valeur, c'est le revolver du voleur qui, au contraire, mérite le pénal. Donc le leadership, vous pouvez l'utiliser à de bonnes fins, vous pouvez aussi l'utiliser à de mauvaises fins. La destination que vous proposez n'est pas forcément une destination qui est profitable pour tout le groupe. Donc, le leadership, vous avez toute une sorte de dérive. Il y a deux grandes dérives du leadership parmi d'autres. Une qui est la dérive la plus modeste, c'est l'exercice solitaire du pouvoir. Nous avons vu dans la politique française souvent exprimée, puisque c'est le coup d'État permanent, François Mitterrand, qui dit que le général de Gaulle exerce le pouvoir de manière solitaire. Et puis, on a vu qu'il y a eu d'autres tentatives d'exercice très solitaire. C'est un sujet sur lequel Sarkozy a été attaqué et c'est un sujet sur lequel Macron a mérité le surnom de Jupiter. Donc, il y a un certain nombre de démarches où il y a des tentatives solitaires. Alors, on l'est plus ou moins, il y a plus ou moins, mais on voit bien que le leader doit chercher à partager, le leader doit chercher à mobiliser, le leader doit chercher à être accessible. Le leader doit avoir une légitimité, mais un leader est quelqu'un de très accessible. C'est quelque chose qu'on apprend tout de suite aux États-Unis. Aux États-Unis, si Obama rentre dans une salle ou si Sarkozy rentre dans une salle, Sarkozy rentre dans une salle. Salut! Salut Néoma, salut! Content d'être avec vous, super d'être si nombreux ce soir. Si c'est Obama qui rentre, il dit Nice to meet you. Pleasure. Not you. This one, yeah, okay. Pleasure. Ouais, ok, so. Aux États-Unis, on apprend tout ça, on apprend un par un. On ne parle pas à un groupe. Un leader ne parle pas à une masse. Il parle à chacun et comme disent les jeunes, il calcule tout le monde. Ah oui. Et vous me regardez, voilà, c'est ça. Bon. Donc, tout ça pour dire qu'il y a donc un exercice du pouvoir qui demande à ce qu'on soit attentif. Et je pense que cette expression dire on calcule les autres. Quand j'ai vu Attal pour la première fois Premier ministre, j'ai vu qu'il avait quand même un talent. Il était autour d'un rond-point, et il y avait les agriculteurs qui étaient sur la. Et on lui présente une assiette de saucisson. Qu'est-ce que fait le techno? Il prend une saucisson. Excellent, monsieur le paysan, votre saucisson est très, très, très bon. Qu'est-ce que fait le politique? Il prend l'assiette, il va la distribuer à tous les autres. Et il fait en sorte qu'il va vers les autres. C'est-à-dire qu'il montre qu'il a calculé les autres. Donc l'exercice solitaire du pouvoir, c'est le non-calcul des autres. Et c'est quelque chose qui est très pénalisant. C'est une dérive. Mais naturellement, il y a des dérives progressives qui vont jusqu'à l'esprit dictatorial et la pratique dictatoriale. J'ai connu Poutine à de nombreuses reprises, puisque avec Jacques Chirac, nous avions des relations avec lui très fréquentes. Et Poutine, bon, il a toujours eu quand même quelques attitudes qu'il avait apprises au KGB. Quand tu rentres dans son bureau, Pascal,
Bon, il est à 30 mètres. Il te regarde avec ses deux yeux bleus qui te transpercent, des yeux d'acier, vous êtes transpercés. Vous avancez, alors 30 mètres c'est long, hein. Vous avancez, vous épaules mettre vos mains, il vous regarde comme ça, et il va se lever pour vous saluer juste quand vous êtes à 1 mètre de lui. Donc déjà, le rapport de force est créé. Bon, vous voyez, donc déjà, il avait quand même quelques aptitudes. Mais néanmoins, à l'époque, il était ouvert et il écoutait. Et puis on a bien vu que par la suite, il était très fermé et que progressivement, il s'est engagé dans un exercice dictatorial du pouvoir. Et donc, on voit bien qu'il y a un certain nombre de leaders qui sont aujourd'hui dans une tendance dictatoriale d'exercice solitaire du pouvoir et que donc on voit bien qu'aujourd'hui c'est une forme de crise de leadership. Il y a aussi tout ce qui se passe dans les crises actuelles qui ne sont pas forcément des crises de leadership, mais dans lesquelles le leadership est une crise de lecture assez importante. Si vous regardez un peu ce qui se passe au Moyen-Orient, on a vu que pendant un certain temps, dans les 5-10 dernières années, les dirigeants israéliens nous disaient grosso modo que la question palestinienne était réglée, que l'essentiel aujourd'hui, c'était de s'occuper de l'Iran. Et donc, s'il y a eu toute une période où on a vu la question palestinienne passer au troisième rang des préoccupations de la diplomatie internationale. Puis dès 7 octobre, le leadership de Hamas est revenu dans une violence extrême, est revenu sur le fond de la scène, est revenu s'imposant comme une des forces de la région et comme des acteurs majeurs de cette région et qui a entraîné un leadership de Netanyahou où il est entré lui-même aussi dans un exercice solitaire du pouvoir et où il a commis un certain nombre d'abus quant au droit international, quant aux populations civiles, un certain nombre de choses aussi qui ont illustré une forme de dérive. Et on voit bien là dans cette situation, on est passé un peu à un moment on était avec l'Iran comme principal adversaire, le Hamas est revenu, donc la nécessité de détruire le Hamas, puis et de continuer. Aujourd'hui, on est sur le retour au débat avec le Hezbollah sur l'Iran, la question iranienne. Et on voit bien que la question du leadership nous montre bien que les différentes étapes qui sont là, parce qu'il y a des forces qui sont des forces dominantes à un certain moment, et que ces forces dominantes, on voit bien qu'elles révèlent et qu'elles sont au cœur d'une crise qui est une crise importante et qui pose la question de l'équilibre au monde. Puis je termine sur les crises. C'est cette fameuse crise que les grands experts appellent les crises de Thucydide. C'est la bataille que Thucydide racontait entre Sparte et Athènes, c'est-à-dire la première puissance qui veut lutter contre l'émergence de la seconde puissance et la seconde puissance qui prendrait bien la place de la première. Le piège de Thucydide aujourd'hui, c'est la Chine et les États-Unis. La matrice du conflit principal aujourd'hui, c'est la bataille États-Unis contre la Chine pour savoir qui va gouverner le monde, quelle est la première puissance du monde. Et dans cette bataille-là, on voit que c'est la rivalité des leaderships, il y a le choc des leaderships, Zelensky-Poutine, il y a la rivalité, la course au leadership, qui est la bataille entre la Chine et les États-Unis. Il y a le déficit de leadership, il y a la déconstruction des leaderships. Vous voyez qu'il y a beaucoup de situations aujourd'hui où, sur le plan international, on est en situation grave de déficit de leadership. Mais le plus important, de mon point de vue, c'est le déficit de leadership autour de l'organisation internationale, c'est-à-dire on voit qu'on est au retour du rapport de force. Et pourquoi le rapport de force avance? C'est parce que quand la force avance, c'est que le droit recule. C'est qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a plus la source du droit international, qui était l'Organisation internationale depuis 1945, l'ONU. Le Conseil de sécurité, avec ses blocages, avec ses vétos, fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce lieu-là et qu'au fond, nous sommes passés d'un système multilatéral dont une vocation est de créer du droit international, de créer de l'OMC, de créer de l'OMS, de créer des règles pour que tout le monde puisse vivre en bonne gouvernance. Et au fond, on voit bien que ce monde-là se bloquant, on en revient aujourd'hui
au retour de rapport de force. Et donc, dans ce rapport de force-là, il est nécessaire aujourd'hui de repenser un multilatéralisme qui soit fondé sur ce qu'est le monde aujourd'hui et pas sur ce qu'était le monde en 1945, parce que depuis 1945, le monde a beaucoup changé. Donc, ma réponse, elle était un peu longue, mais elle pourrait se résumer, oui, le leadership est en crise. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un leadership sans puissance? Ou est-ce que le leadership doit nécessairement s'appuyer sur la force et la puissance? Je pense qu'il peut y avoir un leadership sans puissance. Il y en a eu dans l'histoire. Euh, Gandhi, mais même dans la vie quotidienne. La puissance du silence, quelquefois. Il y a des silences qui sont des expressions de force. Très souvent, dans la vie politique, on vous apprend à ne pas être le premier à intervenir, qu'il faut mesurer qu'au fond, que le silence va vous donner les éclairages nécessaires, quelquefois l'autorité, quelquefois la légitimité, et quelquefois le silence est une bonne stratégie de communication. Donc, en général, le leadership a besoin de puissance pour servir sa destination, mais il est des moments où ce qui est essentiel pour un leader, c'est de rester connecté à ses followers. Et pour ça, il faut être un champion de l'écoute. Je pense souvent que dans nos écoles de commerce, on apprend à parler en public, on donne des recettes pour parler en public. Je crois qu'il faudrait aussi apprendre à écouter et à montrer qu'on sait écouter. Une des choses que j'admire beaucoup chez Pascal, euh, il est expert, il connaît beaucoup de choses, mais quand vous discutez avec lui, vous avez l'impression que son logiciel vous est ouvert. C'est-à-dire qu'il n'est pas enfermé dans sa connaissance. Et c'est, je crois, très important d'être aujourd'hui connectable. Hein. Il ne s'agit pas de vouloir être connecté aux autres, il faut aussi que les autres puissent être connectés à vous. Et pour ça, il faut montrer la disponibilité. Le nombre d'hommes politiques que j'ai vus qui, quand ils serrent la main, ils serrent toujours la main en regardant le gars d'après, pour anticiper, savoir si c'est un homme, si c'est une femme, savoir si je le connais, si je le connais pas. Et donc, toc, jamais, il regarde pas celui à qui il serre la main. Quand on parle à quelqu'un, c'est déjà une communication. Et donc, je crois qu'il y a d'autres formes que la puissance. Il y a une autre forme qui peut être considérée comme de la puissance, mais c'est l'humour. C'est l'humour. Churchill au Parlement, le même adversaire, l'embête à chaque séance de la commune. C'est une femme. Et elle le bagarre, elle le traite de tous les noms et tout ça. Il n'en peut plus, il n'en peut plus. Mais un jour, il arrive, ça, il ne pense plus à elle. Et au moment où il allait s'exprimer, elle se lève et elle l'insulte comme c'était pas possible. Et donc, lui, il la regarde et il dit, ah, vous savez, je regrette beaucoup d'être votre adversaire. Et ah, elle lui répond, ah, vous savez, vous seriez mon mari, je mettrais du poison dans votre thé. Et Churchill répond, je serai votre mari, madame, je le boirai. Ce genre de phrase, tchouk, ça suffit. Vous avez de temps en temps des capacités comme ça à faire en sorte que la non-puissance, parce que l'humour peut être une puissance, mais la non-puissance est quelquefois un moyen d'avoir le leadership. Parce que dans le leader, il y a cette capacité d'être accessible aux autres. Le leader, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui a un projet. Comment se passe l'accession leadership entre l'autodésignation et la reconnaissance dans le regard des autres que tu es un leader? Je pense que le leader, la première qualité du leader, c'est la légitimité de son leadership. Donc, la légitimité, elle est par exemple très importante. C'est pour ça que les questions politiques et géopolitiques sont très importantes, parce que en politique, l'élection est la légitimité démocratique la mieux reconnue. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec le temps, cette légitimité disparaît. On parle quelquefois des 100 jours. Souvent, les 100 jours, c'est les jours où vous avez une légitimité la plus forte possible. Et les présidents de la République, souvent, quand ils ont fait des dissolutions au bon moment, c'est-à-dire après une élection gagnée, à ce moment-là, ils en gagnent une autre. S'ils la font après une élection perdue, ils en perdent une autre. Bon. Mais c'est une capacité à faire en sorte que on puisse avoir cette dynamique-là qui permet aux leaders d'avoir de la légitimité. Mais la légitimité, ça s'entretient. Jacques Chirac
quand il y avait une petite baisse de popularité, il se faisait un coup de salon de l'agriculture, il tentait les vaches, il allait voir tout le monde, il mangeait du fromage, il était dans la foule et tout ça, et puis hop, ça remontait un peu la légitimité. La légitimité, ça s'entretient, ça s'arrose tous les matins. Donc il faut essayer de la faire vivre. Donc la légitimité, elle est très importante. Et au départ, dans une entreprise, vous avez les légitimités un peu comme la politique, disons, celle du droit, de la désignation, soit par un conseil d'administration, soit par un chef, c'est-à-dire une désignation qui vous place dans une position où là, vous avez une sorte de trésor de départ de légitimité. Et à vous de bien le gérer pour garder cette légitimité, parce qu'on va vous attendre au tournant après. C'est le député, c'est le politique. Vous avez une forte légitimité. Michel Barnier est très populaire aujourd'hui. Bon, attention, le budget, attention, bon, tout ça, il faut faire vivre tout ça. Donc, il y a cette forme de légitimité. Il y a la légitimité donc, qui vient d'en haut, d'un conseil, d'un droit, d'un tout ça. Vous avez la légitimité qui vient des circonstances. Parce que vous êtes à un moment sur un champ de bataille. Combien de héros ont été des héros de circonstance? Et ils ne sont pas morts, les autres sont morts, et c'est lui qui va porter de la victoire. Il y a aussi le fait que vous êtes là à un moment donné, vous avez observé, vous avez vu, vous avez vécu, vous avez été un héros parce que vous étiez au bon moment dans une circonstance. Donc, vous avez quelquefois des leaders qui, parce qu'il y a eu une fusion d'entreprise, parce qu'il y a eu une étape importante, le lancement d'un produit, quelqu'un qui a par exemple, dans un grand groupe de luxe qui s'appelle le groupe Richemont, il y a un monsieur qui s'appelle Alain-Dominique Perrin, qui est celui qui a créé la marque Cartier, qui avait créé le grand développement de Cartier. Le créateur de Cartier dans le groupe Richemont reste un leader, sa légitimité est parce il a eu sa bataille, il avait dû sa gloire à un moment, il a été à la tête de quelque chose qui est important. Il y a naturellement tout ce que vous pouvez avoir comme titre qui vous donne de la légitimité, et notamment l'expérience, la valorisation des acquis, on dirait. Ça, c'est aussi très important d'avoir l'expérience pour pouvoir. Voilà, c'est sûr que quand Michel Barnier rentre au Parlement, et il a quand même été le plus jeune des parlementaires, on peut discuter tout ce qu'on veut, mais enfin, il sait de quoi il parle, il sait ce que dit, il a déjà fait des amendements, il n'est pas comme d'autres qu'on a connus auparavant qui n'avaient pas forcément toute cette bouteille. Donc l'expérience donne de la légitimité pour la nomination. Et puis, naturellement, il y a toute la légitimité qui vient du bas, qui ne vient pas du haut, qui vient du bas, qui vient parce que on vous fait confiance, parce que vous avez des atouts, parce que vous avez des amis, parce que vous avez des réseaux, parce que vous avez. Et donc ça, c'est un élément très important de la légitimité. Mais d'une manière générale, le leader doit veiller à avoir les forces motrices avec lui. Et donc, ce n'est pas forcément la volonté d'avoir tout le monde avec soi. Votre objectif, c'est de conduire un groupe à une destination. Et donc, s'il faut s'appuyer sur les forces motrices, ce n'est pas pour ça qu'il faut taper sur la tête des autres, ce n'est pas là pour ça qu'il faut créer des adversités. Mais il ne faut pas chercher forcément, systématiquement, la logique du rassemblement total. D'une manière générale, aujourd'hui, dans le débat populiste qui nous anime, les vrais leaders, de mon point de vue, sont plutôt dans le camp du rassemblement que dans le camp de la radicalisation. Même si dans le camp de la radicalisation, on a des gens qui ne sont pas dépourvus de leadership. Je vois quelqu'un aujourd'hui qui est populaire jusqu'au front, qui a aujourd'hui quelques capacités de leadership, mais qu'il n'a pas forcément la capacité du rassemblement et qui ne conduira pas forcément le groupe à destination. Donc je pense que fondamentalement, aujourd'hui, on peut être un leader qui vient de la base, un leader qui représente la base, un leader qui est accroché à la base, mais on n'est pas forcément un leader quand on cherche à représenter tout le monde. On représente le mouvement. Le leader est celui qui conduit un groupe quelque part. Et ce quelque part, c'est lui qui définit le chemin, c'est lui qui définit la destination, et donc il doit s'appuyer sur ceux qui marchent et pas sur ceux qui freinent. Dans ton livre, tu définis plusieurs types de leadership. Tu es un spécialiste de l'Asie, la Chine, bien sûr, mais la Corée et le Japon, tu t'y rends très souvent. Est-ce qu'il y a un leadership typiquement asiatique qui différerait du leadership occidental ou américain ou slave? Ma réponse est oui, si tu veux une réponse brève. Alors, ça, c'est très important. Il y a quand même un schéma un peu continental des leaderships.
Je vous le disais, si je commence par les États-Unis, aux États-Unis, le leadership, ça s'apprend. Vous allez dans n'importe quelle université européenne, vous avez des milliers de livres, et des milliers de livres sur comment on lit rapidement, comment on anime une réunion, comment on fait rire une salle, comment ceci, comment cela, tout s'apprend. Et le leader, c'est quelqu'un qui apprend. Et vous avez des publicités dans les journaux américains où pour 500 $, vous avez tout un séminaire le mercredi après-midi ou le jeudi pour apprendre à être un leader. Soyez un leader, le leader pour tous. Toute cette logique-là se développe consciemment. Tout s'apprend. Et je crois que c'est en grande partie vrai. Il y a beaucoup de choses qui s'apprennent, et notamment parler et écouter. Cette dialectique-là, elle s'apprend. Et donc, ça, c'est un élément important. De l'autre côté, en Chine, les choses sont complètement différentes. Parce que le chef n'est pas celui qui incarne. Le chef n'est pas celui qui s'expose. Vu du côté chinois, quand on voit le président de la République française tous les jours prendre la parole, tous les jours dire quelque chose, on ne comprend pas. Et quand on voit systématiquement la classe politique française en exposition, les Chinois ne comprennent pas. La cité interdite, là où est le chef, ça, elle est faite pour que le peuple ne le voit pas. Et quand vous recevez une délégation de Chinois encore aujourd'hui, le premier qui vous serre la main, c'est pas le chef. Le chef, il est dans le groupe. Et le groupe protège le chef. C'est à vous de deviner qui est le chef. Quand on a un peu d'expérience, on arrive assez vite à le définir parce que les gens parlent pour lui. Ils ne parlent pas pour vous, ils parlent pour lui. Surtout en ce moment, dans les périodes de raidissement, le chef, c'est celui qui rencontre, c'est celui qui écoute ce que vous dites. Et donc, il parle pour que le chef pense du bien de ce qu'il dise. Donc, c'est assez facile à un moment ou à un autre de voir sur 3 interventions quelles sont la même personne qu'ils ont regardé tous les trois à un moment ou à un autre pour voir si il avait bien perçu le message. Donc, on apprend à ça. Mais globalement, on protège le chef. Et c'est vrai que quand je vois l'exercice de la présidence de la République française par, par Sarko, quand je le vois ensuite par Macron, tous les deux ont exposé le président beaucoup, jusqu'à l'usure. Chirac faisait des périodes de 3 semaines de silence média. Et quand Chirac a annoncé un discours qu'il allait faire quelque part, pendant les 4, 5 jours qui précédaient, il fallait que c'était le rôle du Premier ministre, évacuer de tous les médias tous les ministres qui voulaient parler. Combien de fois il a fallu que j'appelle Sarkozy pour dire le TF1 20h, c'est pas possible, le président parle mercredi. Je vous assure qu'il fallait mettre le téléphone là pour pouvoir résister à la réaction. Mais c'était une logique on faisait précéder la parole de phases de silence pour ne pas user. Et c'était quelque chose de très clair. Moi, je l'ai vécu vraiment de très près avec Jospin. Quand Jospin était Premier ministre, qu'il était candidat contre Chirac, Jospin euh, intervenait beaucoup, beaucoup à l'Assemblée nationale aux questions orales. Et c'était toujours dans une même position extrêmement rigide, extrêmement ferme, sérieuse, et toujours le même type de profil. Et la rigidité de Jospin est apparue clairement aux yeux des Français dans cette position, qui est un exercice traditionnel difficile, parce que la salle chahute un peu, même si à la télé on n'entend pas les chahuts de la salle, mais c'est quelque chose qui est assez difficile. Mais le fait que le Premier ministre passe plusieurs fois par semaine, tout le temps dans la même position, finalement stéréotype son image. Et il devient un peu enfermé par sa propre image. Et quand il essaie d'en sortir, après, c'est un peu compliqué. Et je crois que ce sont des choses qui sont très, très importantes aujourd'hui de ne pas s'user. En Chine, le chef, on le protège. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Xi Jinping est sorti un peu du modèle traditionnel. C'est-à-dire que Xi Jinping a utilisé des techniques que je dirais presque occidentales. Il écrit des livres, il fait des voyages très médiatiques. Personne ne connaissait dans la rue Hu Jintao, son prédécesseur. Mais aujourd'hui, que ce soit à Bangalore, à San Francisco, à Chasseneuil-du-Poitou ou à Reims, tout le monde connaît Xi Jinping si on voit Xi Jinping quelque part. Oui, donc il a fait cette notoriété, alors que dans la tradition, personne ne connaît bien la tête de Deng Xiaoping, ou personne ne connaît la tête d'un certain nombre de leaders, des premiers ministres, Wen Jiabao ou d'autres. Et donc, en Chine, on est très attentif à ce que le groupe protège le chef. Le chef doit dire,
Dans Confucius, il y a des très belles pages là-dessus. Il y a plusieurs livres. Dans mon petit bouquin, je donne des livres qui sont formidables de la Chine, où on donne des conseils aux princes, notamment aux chefs des royaumes combattants de l'époque, où ils étaient tous en train de se battre, et où parmi les conseils, on dit surtout aux leaders qu'ils ne s'exposent pas, qu'ils restent bien, qu'ils fassent travailler les autres, qu'ils soient le chef d'orchestre, qui organise le travail des uns et des autres, qui exerce l'autorité, mais certainement pas en s'exposant et certainement pas en étant populiste. Et disons, à la recherche, disons, de la démagogie, de l'appui de l'opinion publique. Ce n'est pas important. La légitimité du pouvoir chinois n'est pas le peuple, donc ce n'est pas la peine de s'exposer au peuple. Il faut simplement bien gérer les réseaux qui sont essentiels. Et donc, il y a cette vision américaine qui est au fond une vision d'un leadership de l'acquis. Et il y a cette vision de la Chine où on n'expose pas et où le leader est quelqu'un qui fait tourner la machine, mais qui n'est pas exposé. Nous, nous sommes équilibrés un peu entre l'acquis et l'inné. Et il y a cette phrase de Gaulle dans Le fil de l'épée, ceux qui s'intéressent au leadership, lisez Le fil de l'épée, c'est un formidable guide pour un chef. Qu'est-ce que c'est qu'un chef? Dans ce livre, De Gaulle dit, au chef comme à l'artiste, il faut le don façonné par le métier. Donc, vous voyez, il faut bien les deux. Il faut le don, mais moi, je ne prends pas le don comme quelque chose qui n'est que inné. Les dons, ça se travaille. Et je dis ça notamment aux étudiants comme aux profs. Il ne faut pas considérer que les leaders, on est leader. Ça, je ne le crois pas. Je crois que tout le monde a la capacité, à un moment ou à un autre, de mettre une des valeurs du leadership ou quelques-unes des valeurs du leadership. Et les gens sont estimés par les autres avec de multiples critères très différents les uns des autres. Donc, on a tous en nous quelque chose qui est, au fond, une marque possible de leadership. Encore faut-il le trouver. Et encore faut-il pas chercher des choses qui ne sont pas cohérentes avec soi-même. Mais je crois qu'il faut le don. Le don, c'est quelque chose qu'on a un peu travaillé aussi, mais qui s'appuie sur une réalité de ce qu'on est. Il y a des gens qui savent écouter, il y en a d'autres qui savent parler, il y en a qui savent rire, il y en a qui savent travailler, il y en a qui savent marcher, il y en a d'autres qui savent être de bons acteurs de solidarité, qui sont attentifs aux autres, qui sont accessibles aux autres, etc. Le don, façonné par le métier, c'est l'expérience. Et ça, on voit bien que, y compris dans la vie politique, c'est quand même important l'expérience. Je connais certains qui, s'ils avaient eu un peu d'expérience, auraient évité un certain nombre d'erreurs. Par exemple, si, quand vous faites une dissolution, par hasard, en 2024, si vous aviez consulté les gars qui avaient fait une dissolution, par exemple, en 97, ils vous auraient dit que les socialistes se mettaient d'accord en une nuit. Que ce n'est pas parce qu'ils étaient divisés, quand il s'agit de conquérir le pouvoir, on peut se rassembler. Et il aurait dit aussi que de toute façon, si ça ne marchait pas, le responsable de la dissolution, c'était celui qui l'avait décidé. Bon, donc un certain nombre de petites choses comme ça qu'on a vécues de manière très significative. Et donc, le don façonné par le métier. Je pense que c'est ça qui est la phrase pilote. Tu parles aussi dans ton livre d'une nouvelle forme, enfin une forme plus moderne de leadership féminin. En quoi se distingue-t-il du leadership classique? Alors ça, c'est très difficile et c'est très controversé, puisque beaucoup de gens disent il ne faut pas parler de leadership féminin parce que ça voudrait dire que les femmes ne peuvent pas être des leaders comme les autres, ou ceci ou cela. Alors, je pense que c'est un vrai sujet. Je parle de mon expérience. D'abord, c'est un sujet difficile parce que je connais des hommes qui ont un leadership féminin et je connais des femmes qui ont un leadership masculin. Si je prends quelqu'un au hasard que j'ai bien connu, une certaine Ségolène, son leadership est profondément masculin. Boum, 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 boum. C'est un leadership de provocation, de rapport de force. C'est pas un leadership traditionnellement féminin. Euh, Moi, j'ai quand même dans ma vie vu que des gens comme Claudie Ignoret, comme Christine Lagarde, ont quand même gouverné dans des équipes que j'ai vues de manière un peu différente. Et j'ai vu, par exemple, les ministres, dans les cabinets, les équipes ne sont pas recrutées tout à fait sur le même critère. Les hommes ont tendance à recruter dans le cabinet des fidèles, des gens qui vont à la guerre avec eux. Les femmes recherchaient des gens
qui complètent leurs compétences, qui leur apportent des choses. Les équipes féminines sont beaucoup plus diversifiées que les équipes masculines. L'équipe masculine, elle est faite pour aller à la bataille. Donc, si vous êtes macronien, vous avez une équipe macronienne. Si vous êtes mélanchoniste, vous avez une équipe mélanchoniste. Voilà. Et donc, on voit ça. On voit aussi que il est, il est très clair que les hommes dans les équipes ont souvent besoin de formuler l'ambition. Pour les femmes, ce n'est pas une préoccupation d'évidence. La préoccupation d'évidence, c'est le résultat, c'est les résultats. C'est le concret. Les hommes sont souvent dans le management beaucoup plus idéologiques que pragmatiques. Il y a du pragmatisme partout. Donc, ce que je dis, ça peut être naturellement très mixte, ça peut être très mélangé. Mais je crois vraiment qu'une Angela Merkel et un Sarkozy, c'est pas pareil. Et je les ai vus tous les deux, c'est quand même pas pareil. Et il y a chez Angela Merkel, par exemple, elle supportait facilement des gens sur un dossier plus compétents qu'elle. Le leader français, il veut être le plus compétent du groupe. Il n'aime pas qu'il y en ait un qui sorte un peu la tête. Enfin, il aime moins bien que ça, sauf des gens exceptionnels. Mais bon, tout ça, c'est pour dire qu'il faut parler tout ça avec prudence. Mais je crois qu'au fond, ce qui veut dire, homme ou femme, il faut mettre ses atouts au service de son leadership. Et que ces atouts, c'est pour ça qu'il faut réfléchir à ces questions. C'est pour ça qu'il faut les enseigner. C'est pour ça que moi je parle d'un leadership pour tous. C'est-à-dire on a tous quelque chose où finalement on a remarqué que dans nos parcours de jeunesse, finalement, on savait mettre de l'ambiance, on savait travailler en groupe, on savait quelquefois être solitaire et gagner aussi. On peut repérer des choses dans notre parcours où on a montré qu'on avait une certaine forme de capacité et il faut pouvoir mettre en place ces capacités. Il y a un sujet qui est un sujet où on voit bien ça très clairement. Euh, Ma génération, qui n'est pas comme la vôtre, a eu beaucoup de mal à parler anglais. Et encore aujourd'hui, elle parle anglais assez difficilement. Néanmoins, il y a quand même pas mal de leaders qui parlent anglais. Mais on n'ose pas parler anglais avec un mauvais accent. Et il faut voir euh, un certain nombre de leaders. Moi, j'ai commencé à parler anglais après quand même 15 ans ou 20 ans d'études d'anglais. Hein, j'ai commencé à parler anglais quand j'ai entendu Giscard parler anglais. Quand j'ai entendu les uns et les autres parler anglais. Quand j'étais député européen, quand j'ai vu comment tout le monde parlait anglais, il y a un moment, je dis, bah, moi, j'ai bien tort de ne pas parler anglais parce que mon accent n'est pas meilleur, mais pas pire. Bon. Et donc, tout ça pour dire que il y a un moment où il faut s'assumer. Il ne faut pas passer sa vie, je le dis aux plus jeunes ici, de mon point de vue dans ces questions-là, jusqu'à la trentaine d'années, penser à être le plus compétent possible dans le plus de choses possibles. Vous n'êtes pas bon en comptabilité, faites donc un peu de comptabilité. Vous n'êtes pas bon en droit, faites donc un peu de droit. Vous n'êtes pas bon en espagnol, faites donc un peu d'espagnol. Et puis, autour de 25, 35, quand ça dépend de tout ça, vous prenez les talents et vous vous appuyez sur vos talents. C'est sur les talents que vous ferez les choses. Et ces talents-là, il faut les avoir jardinés. Et dans talent, vous verrez d'abord, c'est ce qui vous rend heureux. C'est qu'on préfère être sur ses talents plutôt que sur ses défauts. Et si vous voulez être heureux dans votre travail, il faut être plutôt sur ses talents. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'avoir cette introspection soi-même quand on fait un exposé, quand on fait un cours, quand on apprend quelque chose. On a des talents, quelquefois. On apprend plus vite que les autres, on parle plus vite que les autres, on fait ce mieux que les autres. Il suffit d'une ou deux qualités. Et ces qualités-là, il faut les valoriser. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est très bien de s'intéresser au leadership. D'abord parce que il faut chercher quelquefois à être un leader, mais aussi il faut chercher les bons leaders, parce qu'on travaille mieux dans une équipe avec un bon leader. Donc c'est bien aussi de regarder les leaders, ceux qui gouvernent en respectant les autres, ceux qui gouvernent en ayant vraiment un projet, et ceux qui ont un projet senti, ressenti, pas un projet théorique. Tout ceci, ça se mesure, et je crois qu'il est aussi important d'améliorer son leadership que de choisir dans son entourage les bons leaders avec lesquels on veut travailler.
Tu parlais de génération. Est-ce qu'il y a un nouveau leadership par rapport à la génération Z, les gens qui sont nés après 97? On ne peut pas les mener, on ne peut pas être un leader à leur égard comme on était avec l'autre génération. Est-ce qu'il y a des différences de leadership par rapport aux générations auxquelles on s'adresse? Ça, on va leur demander, c'est à eux de nous le dire. Euh, ce que je crois, c'est que euh, le leadership de masse est en grande partie disparu et qui est remplacé par un leadership de personnes. Donc, quand vous avez une équipe, chaque personne compte. Quand vous parlez à un public, chaque personne compte. Et donc, c'est, je crois, très important de ne pas massifier. Et très souvent, on a eu des conceptions de leadership, surtout quand les masses médias sont arrivés, à la massification des formes d'expression et de mobilisation, voire de séduction. Aujourd'hui, on voit bien que les masses médias ne sont plus à la mode, on est sur des réseaux plus personnels. Et donc, je crois qu'un des points clés aujourd'hui, c'est de veiller à ce que dans un groupe qu'on mobilise, quand on a une destination commune, on veille que chacun trouve sa place dans le système. Et c'est, je crois, cette reconnaissance de chacun qui crée une dynamique collective. Et je pense que c'est quelque chose d'assez neuf aujourd'hui. C'est vrai que il n'est pas possible, comme je l'ai vu très souvent dans des équipes, j'ai vu des cabinets ministériels où les gens ne connaissaient pas les prénoms de chacun. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Dans une équipe, on doit connaître, on apprend les noms. Maintenant, quand vous dirigez quelque chose, une équipe, tout ça, vous apprenez les noms. Vous travaillez à ce que chacun considère que vous l'avez calculé et qu'il existe pour vous. Certainement que le leadership, un peu d'autrefois, c'était j'existe par rapport à vous. Le leadership d'aujourd'hui, c'est vous existez en moi. Donc on passerait à un leadership, d'un leadership vertical à un leadership plus horizontal. Et si je comprends ce que tu dis, et pour t'avoir observé depuis quelque temps, on ne peut pas être leader sans empathie. Alors, je crois, il y a des gens qui peuvent être des leaders parce qu'ils auraient un don assez exceptionnel. On voit bien qu'il y a des gens qui ne sont pas très, très chaleureux, hein. Il y a des gens très chaleureux. Il y a des chaleurs inégales. La chaleur de Balladur n'est pas la même chaleur que celle de Chirac, par exemple. Donc, il y a des variantes. Ce qui explique peut-être les résultats électoraux. C'est un paramètre. Mais je pense que l'empathie, il faut s'en méfier parce que l'empathie, c'est ce qui, sans doute, est la stratégie la plus maquillée dans le leadership. C'est-à-dire que souvent, les gens font des efforts pour paraître empathiques. Donc, le problème de l'empathie, c'est de la vérité. Et donc là, il ne faut pas donner des leçons d'empathie, mais des preuves d'empathie. Donc, il faut s'intéresser vraiment aux uns et aux autres. Et donc, je crois que c'est un élément très important, notamment quand dans des équipes, il y a une souffrance qui apparaît. On voit très bien ceux qui sont sensibles à la souffrance des autres et ceux qui ne sont pas sensibles à la souffrance des autres. Et donc, je pense qu'il y a des sujets sur lesquels il faut bien se dire que on- la relation de leadership, c'est je voudrais recevoir, mais pour recevoir, il faut donner. Si vous ne donnez pas, vous ne recevrez pas. Combien de fois je vois des gens qui disent ah, c'est tout ce que j'ai fait, tout ce que je... Mais qu'est-ce que tu as donné? Qu'est-ce que tu as pris? Tu as pris, mais qu'est-ce que tu as donné? Il y a un moment où, moi je crois, je suis assez optimiste, je trouve que on est assez souvent bien payé de ce qu'on donne. Il y a quelquefois des injustices, mais au total, très souvent, on a des retours de ce qu'on donne. Et donc, je pense que le leader, il doit donner beaucoup, mais il doit le donner avec sincérité. Mais celui qui prend le leadership comme une fonction qui le sert, plus que ce qu'il donne aux autres, ben, je crois que ce sera un moment ou un autre assez difficile. Donc là, je crois que c'est très important de bien comprendre que dans la dynamique du leadership, il y a de toute façon quelque chose qui ressemble à un principe d'égalité, d'un principe contractuel.
Je suis dans ton équipe parce que je crois à ta destination, que je te fais confiance pour me mener sur le bon chemin. Donc, je pars avec toi. Et je pars avec toi, donc je te donne ma confiance, mais toi, il faut que tu reconnaisses mon existence. Et ça, je pense que c'est très important aujourd'hui d'avoir cette idée que euh, l'égoïsme porté à l'excès, ce sont des victoires très courtes. Alors, ça peut être utile quelquefois. Ça peut être utile quand vous avez besoin de victoires courtes. Mais si vous avez besoin d'un chemin assez long, il n'y a que l'empathie véritable qui est le carburant nécessaire. Il y a une bonne démarche que je vous invite à faire, ceux qui sont prêts à ça, mais c'est en fait la démarche du pèlerin. Alors, le pèlerin, j'ai fait Saint-Jacques-de-Compostelle, on peut le faire de manière religieuse, on peut le faire de manière non religieuse, ce n'est pas nécessaire de le faire de manière religieuse. Mais cette idée de un égale 1, quand vous marchez, euh, que vous soyez ingénieur, que vous soyez ouvrier, que vous soyez patron de ça, vous avez les mêmes ampoules, vous avez les mêmes trucs, puis finalement, vous avez quand même la même côte, le même truc, tout ça. Et donc, finalement, ça vous met dans une situation où vous êtes complètement disponible pour les autres parce que vous êtes dans cette situation. Vous avez une destination, vous avez votre destination parce que vous voulez aller à Saint-Jacques-de-Compostelle ou ailleurs, et vous avez ça, cette perspective. Et dans chaque pas, qui est quelque part une douleur, mais aussi un bonheur. Et puis vous rencontrez des gens qui marchent plus vite que vous, des gens qui marchent moins vite que vous, des gens tout ça. Mais tout le monde, au fond, a le même type d'expérience. Et là, vous trouvez des gens qui marche en étant attentif aux autres. Pour moi, c'est le vrai leader, c'est ça. C'est celui qui est capable de marcher, qui peut entraîner. Quand tu as main au pied, il te redonne du courage. C'est ça le bon coach. C'est le coach qui marche avec les autres, mais qui est attentif à tous les autres. Et finalement, un bon leader, c'est un pèlerin. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller à la messe tous les soirs, hein, je ne sais pas ce que je veux dire. Mais c'est cette idée d'une randonnée de longue, c'est en groupe, c'est très intéressant parce que vous apercevrez que celui qui marche le mieux le premier jour n'est pas celui qui marche le mieux le troisième jour, qui n'est pas celui qui marche le mieux le matin, et celui qui marche le soir. Donc, on a vraiment là tous besoin des autres et on a tous à marcher et on a tous comme objectif d'aller de l'avant. Et en général, on a quand même besoin d'un leader qui ramasse les blessés, trouve le bon restaurant qui va vous requinquer et toutes les petites misères qu'on peut surmonter. Ça sera ma dernière question. Tu parlais du leadership asiatique avec la cité interdite qui doit un peu se cacher et en même temps, le leader doit être vu, doit être accessible. Quel est le bon mélange, le bon juste milieu entre le fait de quand même garder ses distances, mais tout en étant accessible? De Gaulle dit clairement, tous parlent beaucoup de ça, notamment quand il parle de la nécessité de du prestige, dit, que le chef doit avoir du prestige. Et donc, le prestige ne va pas sans respect, il dit, et ne va pas sans une certaine distance. C'est De Gaulle, c'est une époque, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, quand on regarde bien ce couple distance-proximité dans l'aspect géopolitique des leaders de la Ve République, je trouve qu'il y a quelque part une certaine alternance entre distance et proximité, comme s'il fallait toujours les deux et qu'à un moment, on se lassait un peu de la distance. Si vous prenez le général de Gaulle, c'est forcément quelqu'un de la distance qui l'emporte. Après arrive Pompidou, du Cantal, le professeur, Pluron, tout ça. Il y a quelque chose qui est plus de la proximité. Arrive l'inspecteur des finances, Giscard, qui est l'expert, qui donne des leçons à tout le monde et qui est dans une logique un peu plus de distance. Puis arrive Mitterrand qui met l'église au milieu du village, en sens propre, en jouant l'aristocrate Giscard précédent et lui, le peuple, et notamment cette affiche qui fait une église et le village. Ça. Et après, vous avez un Chirac qui dans ses... Alors, il y a deux Mitterrand. Il y a le Mitterrand qui gagne dans la proximité, et puis après, il y a le Sphinx qui est dans la distance. Puis arrive Chirac, qui va être quelqu'un qui va jouer la carte dans un premier temps de la proximité,
et qui, comme Mitterrand, dans un deuxième temps, jouera la compétence internationale et jouera tout ça. Arrivera Sarkozy, qui va vouloir donner une certaine forme de distance par son volontarisme, par sa capacité à, si je veux, je peux. Hein. Bon, il va sur cette dynamique. Puis arrive, c'est Hollande, oui. Excusez-moi, j'allais l'oublier, mais lui, il, il place la proximité jusqu'au banal. Je suis méchant, mais ça ne sert à rien. Mais il y a ça. Donc, on voit bien qu'il y a quand même dans cette. On voit bien, je crois, qu'il faut de la distance et de la proximité. C'est tout comme dans l'autorité. Il y a des moments où il ne faut pas faiblir. Il y a des moments où il faut savoir se redresser et assumer. Il y a des moments où il faut pouvoir naturellement être dans la compassion, dans la proximité, etc. Donc, je crois que cette dialectique distance-proximité, c'est une dialectique importante. D'ailleurs, dans le leadership, je pense que vous aurez toujours à, à voir où vous mettez votre curseur sur distance-proximité. Un autre curseur, par exemple, c'est sur le charisme. Qu'est-ce que le charisme? Très difficile. Le charisme, ça vient d'un mot latin qui veut dire une grâce, c'est-à-dire quelque chose qui vous est supérieur, qui vous est donné. Moi, je crois que le charisme, c'est un couple, c'est d'abord une capacité d'assurance. Ce que je vous dis, je l'ai expérimenté 50 ans durant. Et donc, ce que je vous dis, il y a des choses que je ne connais pas. Il y a des choses sur lesquelles je doute. Quand je vous dis quelque chose comme ça, qui vient de mon expérience, je suis assuré. Et je vous dis des choses auxquelles je crois. Il faut de l'assurance. Il n'y a pas de charisme. Vous ne pouvez pas conduire un groupe si vous ne croyez pas vous-même à ce que vous dites. L'assurance est très importante. Mais l'assurance doit aller avec l'écoute. Si vous n'êtes qu'assuré que vous-même, si c'est simplement ces obsessions qu'il est en train de nous raconter, si c'est simplement ces petites choses qu'il a concernées, si c'est sa vie qui nous raconte tout ça, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui compte, c'est que chacun soit calculé, que chacun soit écouté. Donc, pour moi, le charisme, c'est cet équilibre entre l'assurance et l'écoute. Je suis connecté à vous tous. C'est pour ça que je ne parlerai pas assis, je parle debout, parce que debout, je suis connecté. Il faut présenter au public des centimètres carrés. En ce qui me concerne, ce sont des centimètres cubes. Mais bon. Mais il faut sentir les fibres, tout ça. Hein, la dame, elle a regardé sa montre là, tout à l'heure. Moi, je l'ai vu. Bon, donc, je regarde, je vois tout. Il faut que je vois tout. Je vous calcule. Et si vous sentez que je suis assuré et que vous existez, à ce moment-là, il y a quelque chose qui passe. Et je crois que c'est tout ça pour vous dire que souvent, dans le leadership, vous aurez comme ça des curseurs à choisir parce que c'est une pensée un peu chinoise, asiatique, de yin et de yang. On n'est pas tout d'un truc, on n'est pas tous sur l'assurance, on n'est pas tous sur la proximité, on n'est pas tous sur la distance. On est toujours chacun en fonction des moments, en fonction de ça, choisit un peu où il place son propre curseur. Il y a des moments où vous ne pouvez pas hésiter. Il y a des moments où vous devez montrer l'hésitation. Donc, il faut bien choisir son moment. Mais tout ça n'a de l'importance et n'a de la capacité à être vrai que si vous savez où vous allez, c'est-à-dire que vous avez une destination, et que si vous cherchez le moyen d'atteindre votre destination. C'est là où se trouve le cœur de votre métier. Après, vous allez doser votre personnalité par rapport à la fonction et vous allez essayer de vous mettre dans le moule. Mais le fond de l'affaire, c'est je voudrais vous emmener quelque part et je voudrais vous dire que ce que je vous propose est accessible. Et donc, Néoma, demain, peut devenir ce qu'elle rêve d'être. Merci pour cette masterclass. On a un quart d'heure devant nous pour d'éventuelles questions de la part de la salle. On va vous donner un micro. Voilà, quelqu'un a déjà demandé un micro. Oui, oui, c'est bon. Bonsoir. Où êtes-vous? Euh, Vous aviez dit que pour être
un bon leader, il fallait pas parler en premier, du coup, je m'exécute. Je me posais la question quand vous parliez de cette capacité de rassembler par rapport à toute cette idée diviser ou d'être dans la radicalité. Et ça me fait penser à l'idée d'unité, de recherche de points d'unité. Est-ce que dans une équipe, disons, est-ce que la priorité, selon vous, c'est de rechercher l'unité de cette équipe? Autrement dit, est-ce qu'il vaut mieux être uni dans l'erreur que vaguement divisé sur des opinions personnelles? Je ne pense pas qu'il faille chercher l'unité en toutes circonstances. D'ailleurs, c'est un point de différence souvent entre l'Asie et nous. En Asie, l'unité est une valeur absolue. C'est-à-dire que celui qui ne respecte pas l'unité est coupable. Donc, l'ensemble des provinces chinoises doivent avoir certes un séparatisme minimum, mais si vous réclamez votre indépendance, vous êtes coupable de division. La division est quelque chose qui est coupable. Chez nous, euh, la division n'est absolument pas coupable. Moi, j'étais président de région, j'avais fait une campagne de promotion touristique de La Rochelle. La Rochelle, la rebelle. En France, on aime bien les rebelles. Être rebelle, c'est être dynamique, c'est être créatif. Le rebelle, en Chine, il est coupable. Chez nous, c'est un marginal, mais attirant. Et donc, l'unité, je crois que c'est, pour nous, ce n'est pas une valeur absolue. On fait l'unité pour une entreprise qui veut gagner. On fait l'unité pour une équipe de foot. Il faut qu'il y ait l'unité pour. L'unité n'est pas une valeur absolue. Comme vous le dites, moi j'ai vu dans la vie politique des consensus faits sur des erreurs. On a des idées très importantes qui sont des erreurs. Il y avait un consensus sur le problème du cumul des mandats. Je pense que c'est une grave erreur que le maire, qui est celui qui connaît le mieux la politique, qui vit les malheurs des gens, qui vit les bonheurs des gens, qui est au mariage, c'est lui qui va annoncer quand un gamin a un accident de voiture, c'est lui qui va annoncer la catastrophe aux parents. C'est lui qui est au contact de ça. C'était quelqu'un qui connaît la vie très bien. Bien lui, on l'a exclu de la fabrique de la loi. Je trouve que c'est absurde qu'on exclue le maire de la fabrique de la loi. Donc, et pourtant, il y a un consensus sur ça. Donc, je pense que l'unité, vous avez raison de dire, l'unité, elle peut très bien conduire à l'erreur. Et je pense qu'un groupe ne doit pas avoir peur du débat et justement de pouvoir montrer des différences. Et donc, à condition qu'on ait la culture du respect, qu'on ait la culture de l'attention aux autres et qu'on n'ait pas la culture systématiquement de remettre en cause, de ne pas écouter la démonstration. Donc, ça veut dire qu'il y a une culture. Aujourd'hui, en France, je pense que nous n'avons pas une culture du débat assez poussée. Si vous regardez la télévision à longueur de journée, vous avez un homme politique et des journalistes. Vous n'avez pas deux hommes politiques qui se battent. Quand j'étais Premier ministre, c'était Hollande qui était le leader de l'opposition, j'avais un débat tous les 6 mois, 2 heures face à face, et puis on sortait les tripes, on avait passé tout le week-end à bosser, et on y allait, et le journaliste faisait en sorte qu'il respectait le temps de parole, mais on était là face à face, conviction contre conviction. C'est ça le débat, hein. C'est pas la punchline de dire qu'est-ce que je vais sortir là qui va être repris, tout ça. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la dialectique. La dialectique, si elle est faite dans le respect, si elle est faite, nous sommes des sociétés avec des différences, avec beaucoup de diversité. Et en plus, c'est notre doctrine européenne, unité et diversité. Donc il faut mettre la diversité en avant. Mais pour ça, il faut des règles du jeu, il faut l'état de droit, il faut du respect. Et c'est comme ça que je crois on peut avancer. De ce côté-là? Bonsoir monsieur, merci pour la conférence. Moi j'avais une question par rapport à un événement marquant de votre carrière, qui est le référendum de Constitution européenne de 2005. J'avais deux questions pour vous. La première, c'est comment un leader peut-il gérer une situation où il perd une partie de ses soutiens et donc de sa légitimité? Et la deuxième, c'est selon vous, avec le recul, quelles sont les implications liées à cet événement sur le leadership de la France sur la scène géopolitique européenne et mondiale? Merci. Donc il s'agit du référendum de 2005. Alors d'abord,
la genèse de l'histoire, c'est que on est entré dans ce dispositif par des faits politiciens et pas par une réflexion stratégique. Les faits politiciens, c'est un congrès de l'UMP où il y a une bataille entre Juppé et Sarkozy. Et par les indiscrétions des uns et des autres, on sait que Sarkozy, dans son discours d'ouverture, va demander qu'on ait un référendum sur la ratification du traité de Lisbonne. Et notamment sur un thème, on ne veut pas de la Turquie dans l'Europe. La mobilisation de Sarkozy, c'est contre la Turquie, et on sait ça. Dans ce contexte-là, le rival de Sarkozy, qui est Juppé, voilà, qui lui aussi pense qu'il y a un problème avec l'opinion publique sur la Turquie, va annoncer avant Sarkozy, dès l'ouverture du Congrès, il dit je souhaite un référendum sur ce sujet. Jacques Chirac n'était pas très favorable à cette idée. Chirac était plutôt, il n'était pas fondamentalement hostile à la Turquie dans l'Europe. Chirac a toujours pensé que les guerres sont venues de cette partie du monde et qu'il y avait une partie de laïcité dans la Turquie, qu'il fallait encourager cette laïcité et plutôt donner une culture de la laïcité à la Turquie plutôt que de la laisser partir dans l'islam. Donc il y avait débat. Mais, comme toujours avec Chirac, il pensait toujours que donc, quand les deux ont pris cette position, je me souviens, on s'est réunis tout de suite avec Chirac. Chirac a dit on a encore le temps, tu sais, on va voir comment ça se passe. Il n'a pas pris ça en disant non tout de suite. Il a laissé l'idée s'installer. L'idée s'est installée très vite sur la thématique de la Turquie. Ce qui était une thématique qui était un peu droitière, et ce qui a accéléré la fracture avec le PS, puisqu'au fond, on avait eu quelques années avant le référendum sur Maastricht, et que là, on était passé à 52% de justesse, et on était passé avec tout le PS pour et toute la droite pour. Et que là, sur la seconde hypothèse, on avait le PS qui était divisé, puisqu'il y avait quand même Fabius et un grand nombre de gens qui ont fait campagne pour le non. Et donc, on est entré dans cette situation, dans un état d'esprit qui était un état d'esprit quand même de grande difficulté, parce que, au fond, pour nous, cette bataille-là était surtout la bataille qui démarrait la campagne de Sarkozy pour la présidentielle. Et donc, ce qu'on a constaté à nouveau, c'est qu'il faut faire très attention quand vous faites de la politique intérieure sur des questions internationales. Ça, en général, ça conduit souvent à des difficultés. Donc là, on a eu des grandes difficultés. Alors, donc, cette situation, on l'a vu arriver, on a vu que les choses, on avait des sondages qui très vite nous donnaient que c'était une affaire qui était euh, vraiment mal partie, et donc ça a été en effet quelque chose de regrettable. Est-ce que ça a eu des conséquences terribles? Je ne pense pas que sur le plan international, ça a eu des conséquences trop lourdes, puisque ça a été assez vite corrigé par Sarkozy. L'élément intéressant du leader, c'est que Sarkozy va dire dans sa campagne électorale, je ferai une discussion sur le traité de Lisbonne, je corrigerai un certain nombre d'erreurs qui ne m'ont pas plu, et je le ferai adopter, cette fois-ci, au Parlement. C'est-à-dire que Sarkozy dit aux Français, quand il est candidat, qu'il va ce qu'il va faire. C'est un élément très important, parce que quand on parlait tout à l'heure de légitimité, la légitimité, c'est souvent quand vous avez dit quelque chose avant, ce que Jospin, par exemple, a fait sur les 35 heures. Jospin a dit les 35 heures, beaucoup de gens étaient contre les 35 heures, mais personne n'a pu être contre publiquement, en dehors du MEDEF et quelques autres, mais au total, parce que Jospin l'avait dit dans sa campagne électorale, il avait été élu, donc comme c'était un des sujets forts de son élection, la légitimité, elle était aussi sur ce projet. Tout comme pour Sarkozy, la légitimité a été de la ratification du traité de Lisbonne par le Parlement. Et donc les choses se sont passées assez vite comme ça. Sarkozy a fait ratifier le texte, ce qui avait été donc refusé par les Français. Il y a eu quelques modifications du texte qui ont été proposées, puis le texte est repassé donc par ratification parlementaire. Alors personnellement, je n'ai pas le sentiment que ça a été un électrochoc international majeur. J'ai en revanche le sentiment que ça a été quelque chose qui a
frappé l'électorat français du fait qu'un référendum n'était pas suivi des faits. Et donc là, je pense que ça a eu plus d'impact dans la conscience des Français que dans le plan international où on est passé assez vite à autre chose, même si la France avait montré dans ce moment-là qu'elle avait une distance avec l'Europe, mais on commençait à le savoir et tout le monde a bien vu que Maastricht, même tous les partis de gouvernement d'accord, le texte faisait que 52% quand même, hein, avec tout le monde d'accord. Donc, forcément, avec certaines divisions, c'était difficile. Est-ce que j'ai répondu? Peut-être une dernière question. Merci. Aujourd'hui, peut-on parler d'un déficit de leadership de la France en Afrique? Et ma deuxième question, c'est quelle est votre lecture ou votre stratégie pour relever le leadership français en Afrique, et plus spécifiquement dans ces anciennes colonies françaises? Merci. Je crois que quand on a exercé le pouvoir dans le passé par le leadership, qu'on l'a perdu, ce n'est pas par le leadership qu'on le reconquiert. Donc je pense que poser la question de la France avec l'Afrique en termes de leadership, ce n'est pas le bon chemin aujourd'hui. Je pense que il est clair que la France a fait des erreurs, mais la France aussi est un symbole. Je connais un certain nombre de pays très clairs où je vois quand les gens sont dans une position interne, ils sont plutôt favorables à la France, ou quand ils sont dans un autre sujet, ils sont plutôt défavorables à la France. Donc la France est aussi une sorte de ballon thématique qu'on se sert pour d'autres raisons que pour la relation avec la France elle-même. Mais on a quand même un certain nombre de sujets assez graves qui sont posés. Je pense que dans la situation où est l'Afrique aujourd'hui, la France n'a pas les moyens, l'Union européenne elle-même n'a pas les moyens d'apporter fondamentalement des solutions très puissantes à l'Afrique. Je pense que la France a une expérience, une relation historique très importante avec l'Afrique. Mais je crois que quand il y a eu ces expériences malheureuses de leadership du passé, je crois que la seule façon aujourd'hui d'aider l'Afrique, c'est d'une façon multilatérale. C'est-à-dire pas un pays, n'importe quel pays, la Chine aujourd'hui, peut-être le Japon demain, n'importe quel pays qui s'attaquera de manière unilatérale au développement de l'Afrique sera toujours accusé d'avoir un leadership intéressé. Et je pense qu'il n'y aura pas de solution de cette manière. Donc, je crois que la seule approche possible, c'est d'avoir un accord international multilatéral pour le développement de l'Afrique. Pour le développement de l'Afrique, pour les Africains, par les Africains. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a au moins deux partenaires qui peuvent s'allier avec l'Afrique, qui sont la Chine et l'Europe. Je pense qu'on aurait tout intérêt à travailler ensemble. La Chine a de l'argent, mais on voit bien que sur les savoir-faire, que sur un certain nombre de sujets, il y a des problèmes d'intégration qui sont forts aujourd'hui, car la Chine connaît aussi des phénomènes de rejet importants. Je pense qu'avec l'Europe, il y a des expériences différentes. Et donc, d'autres pays s'intéressent aujourd'hui au développement de l'Afrique. Je pense à l'Inde, je pense au Japon. Je pense qu'un accord multilatéral qui serait préparé avec les uns et les autres pour aider l'Afrique, pour donner des outils de développement à l'Afrique, pour permettre à la jeunesse africaine de pouvoir accéder à son propre leadership, ce serait ça qu'il faut faire. Et donc, je crois que ce qui compte aujourd'hui, c'est le leadership des jeunes Africains. C'est ça qu'il faut essayer de libérer, et c'est pour ça qu'il faut mettre des moyens à ce leadership-là, entrepreneurial, politique, etc., pour en faire en sorte qu'on sorte de cette situation où aujourd'hui le premier pourvoyeur d'emploi en Afrique finit par être le terroriste. Car c'est là où est l'argent et c'est là où les gens sont payés. Et donc, il faut partir. Donc, de mon point de vue, la lecture du leadership est intéressante parce que c'est le leadership des jeunes Africains qu'il faut mettre en avant aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas leur imposer un autre leadership, mais c'est par un accord multilatéral qu'on pourra essayer de développer cette ligne-là. Voilà ce que serait ma réflexion sur ce sujet. Merci, nous arrivons au terme de cette conférence. Merci pour
la pertinence et la franchise de tes propos. Merci beaucoup.